Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, le face-à-face entre les pro et anti-président Saïd en Tunisie, alors que le pays célèbre le 11e anniversaire de la révolution qui a mis fin à la dictature de Ben Ali. Nous irons sur place dans ce journal. Ce scandale qui secoue le football gabonais, un ancien sélectionneur des moins de 17 ans accusé d'agression sexuelle sur les joueurs, des révélations édifiantes faites par un journaliste qui a mené une enquête de 2 ans, vous l'entendrez. Et c'est le tout nouveau lauréat prix Découverte RFI 2021, Alech, rappeur et chanteur engagé congolais. 3 mots qui prennent tout leur sens avec celui qui est tombé dans la musique très jeune et qui n'hésite pas à dénoncer les mots qui bouleversent son pays. Nous le retrouverons en direct de Kinshasa. Le 11e anniversaire de la révolution tunisienne a été transformé en manifestation pro ou anti-président Saïd. Ce dernier, qui s'est arrogé les pleins pouvoirs le 25 juillet, a décidé de prolonger pour 1 an le gel du Parlement. Ce vendredi, ils étaient des centaines à défiler dans un contexte de forte tension politico-sociale. Et on retrouve notre correspondante Lilia Blaise depuis Tunis qui revient pour nous sur cette journée de mobilisation. Les manifestations des opposants à Kais Saied ont continué jusqu'au soir ce vendredi, bien que les manifestants n'aient pas pu se rendre jusqu'au cœur de l'avenue Bourguiba, qui était, elle, occupée par des partisans de Kais Saied qui ont manifesté leur soutien au président, notamment sur le changement de la date de l'anniversaire de la Révolution, qui est désormais le 17 décembre et non plus le 14 janvier, comme cela avait prévalu pendant 10 ans, qui marquait la chute du dictateur Ben Ali. Alors aujourd'hui, ces deux camps se confrontent sur le plan politique surtout, puisque les opposants à Kais Saied dénoncent finalement un projet politique qui montre une tentation du président d'aller vers un accaparement des pouvoirs en prolongeant la période d'exception dans laquelle se trouve la Tunisie et le gel du Parlement. Du côté des soutiens à Kais Saied, il s'agit au contraire plutôt de voir une aspiration des Tunisiens à ce qu'un processus amorcé pendant la Révolution se réalise, notamment dans les promesses faites par Kais Saied à travers sa feuille de route, de consulter à l'échelle nationale les Tunisiens et de soumettre ces réformes constitutionnelles et législatives à un référendum. Alors aujourd'hui, il y a aussi la situation économique et sociale qui est très fragile en Tunisie et qui menace finalement cet équilibre déjà très tendu entre les forces politiques, puisque la centrale syndicale UGTT a dénoncé à plusieurs reprises les mesures d'austérité qui seraient envisagées par le gouvernement pour répondre aux problèmes économiques que traverse le pays. On sait très bien qu'en Tunisie, les mois de décembre et de janvier sont souvent des mois de protestation. Aujourd'hui, le président et son gouvernement sont très attendus également sur leur feuille de route économique. À Madagascar, le verdict est tombé dans l'affaire Apollo 21. C'est le nom de la tentative de coup d'État et d'assassinat du président de juillet dernier. 6 des 20 accusés ont été condamnés pour complot et les autres acquittés. Le franco-malgache Paul Rafanou Aran écope de la plus lourde peine, 20 ans de travaux forcés. Quant aux 2 autres accusés, l'un français et l'autre malgache, ils ont été condamnés à 10 ans de travaux forcés. Et on l'a appris plus tôt, Emmanuel Macron a annulé le déplacement qu'il devait effectuer au Mali pour rencontrer la transition au pouvoir et célébrer Noël avec les troupes françaises. L'Élysée invoque la crise du Covid comme raison de cette annulation. Direction Ankara, où s'est ouvert ce vendredi le 3e sommet consacré aux relations entre le continent africain et la Turquie. Au-delà du développement dans la santé, l'agriculture, les Turcs comptent bien exporter leur matériel de défense et un matériel en particulier, les drones. Antoine Fenaud nous explique. La Turquie a vu les choses en grand pour ce 3e sommet Afrique-Turquie. Des dizaines de hauts responsables et de représentants réunis. Au programme, 2 jours d'échange entre le pays hôte et les délégations, avec un objectif affiché. Ce sommet a pour but de renforcer les partenariats pour le développement et le progrès. Nous souhaitons marcher ensemble sur la voie du développement et poursuivre notre coopération à l'avenir. Pour y parvenir, la Turquie entend doubler ses échanges commerciaux avec le continent, notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation ou de l'agriculture.
Pourtant, c'est sur un autre secteur que la Turquie mise beaucoup, celui de la défense, avec un équipement bien particulier, les drones de combat. La Turquie s'est en effet fait une spécialité de ces appareils à la technologie très pointue. Une filiale a été créée de toutes pièces avec un étendard, la société Baykar et son modèle TB2. Un aéronef dont le succès à l'export est fulgurant, la Pologne en a acheté 24. Lors de la signature du contrat en mai dernier, Recep Tayyip Erdogan ne cachait pas sa fierté. Nous faisons partie des 3 ou 4 meilleurs au monde en matière de drones. Mais c'est bien sur l'Afrique que la Turquie mise pour vendre sa technologie militaire. Togo, Angola, Nigeria, Recep Tayyip Erdogan a multiplié les déplacements sur le continent pour séduire les dirigeants, avec une méthode, le rejet de l'approche occidentale. Et le succès est là. En 2020, la Turquie avait vendu pour un peu plus de 400 000 $ de matériel au Maroc. Un an plus tard, ce chiffre grimpe à 78,6 millions de dollars. Même constat en Éthiopie, 235 000 $ vendus en 2020, 95 millions de dollars en 2021. Des ventes encouragées par le conflit au Tigré. Des progressions similaires ont également été constatées en Angola et au Tchad, symbole de plus de l'offensive turque sur le continent. Venons-en à ce scandale qui secoue le milieu du football gabonais. Des centaines de jeunes footballeurs mineurs auraient été agressés sexuellement par un responsable de leur formation, selon cette enquête de plus de 2 ans. Dans le journal britannique The Guardian, cet ancien sélectionneur de l'équipe nationale des moins de 17 ans aurait fait pression sur ses victimes en les persuadant qu'elles ne réussiraient jamais dans le football si elles ne cédaient pas à ses avances. On écoute Romain Molina, c'est lui le journaliste qui a signé cette enquête. C'est un réseau qui date des années 90, avec notamment donc ce monsieur Patrick Assoumouidi, qui a accumulé diverses fonctions dans le football gabonais, que ce soit dans des académies, dans des clubs comme Sogea, également au niveau de l'équipe nationale, et aujourd'hui à la direction technique nationale. Et en effet, il résulte de notre enquête qu'on parle de plusieurs centaines de victimes, rien que pour cet homme, qui a également fourni d'autres joueurs mineurs à d'autres personnalités du football gabonais. Quand on a publié l'article hier, il y a eu une avalanche de réactions sur les réseaux et plein de gens qui parlent même publiquement en disant mais c'est arrivé à mon frère, moi j'étais dans cette sélection, je n'ai pas joué parce que j'ai refusé de donner mes fesses. Donc c'est-à-dire que tout le monde est au courant, c'est un secret de polichinelle au Gabon. Et d'ailleurs en 2018, le président de la fédération actuelle, M. Pierre-Alain Mougengi, avait évoqué le problème de la pédophilie dans le football gabonais. Personne n'avait remarqué, mais il l'a dit publiquement, tous les gens peuvent retrouver cela. Et c'est très inquiétant parce que la fédération avait promis des enquêtes. Évidemment, il n'y en a pas eu. Donc il faut se demander pourquoi la fédération a eu autant intérêt à cacher ces affaires de pédophilie. Il y a déjà une omerta terrible dans le sport sur les violences sexuelles, a fortiori sur mineurs. Alors là, homme, sur mineurs, là c'est encore pire dans tous les pays du monde. Et a fortiori au Gabon, quand vous avez des personnalités de ce réseau-là qui sont très importantes et qui dépassent le football. C'est-à-dire qu'on a des gens aussi au niveau politique. Il y a d'autres dossiers qui vont sortir. Alors j'ai fait sur le basket au Mali, où il y a eu 7 officiels qui ont été suspendus par la FIBA, et le coach Amadou Bamba, qui était le coach des moins 18 de l'équipe nationale féminine, a été écroué pour pédophilie, tentative de viol et attentat à la pudeur. J'ai fait aussi une enquête autour des abus sexuels dans le basket kényan. Dans le football, je peux vous dire que je travaille énormément autour de la RDC du Cameroun, Sierra Leone, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Tunisie, mais également en Europe, en Asie, en Amérique latine. C'est endémique, c'est de partout. Il n'y a pas un seul continent touché. Tous les continents sont touchés. Le problème étant que les instances ferment les yeux depuis des décennies et qu'on parle du plus grand tabou du sport mondial, mais auquel on ne prête pas forcément attention, alors qu'il y a des centaines, des milliers de vies de jeunes qui sont détruites à cause de ces prédateurs et prédatrices. Et sans plus attendre, allons directement à Kinshasa retrouver le tout nouveau lauréat du prix Découverte RFI 2021. Il est rappeur, chanteur, congolais, artiste engagé. Alech, bienvenue dans le journal de France 24. Alors dites-nous, qu'avez-vous ressenti à cette annonce ? Merci et bonsoir à tous les téléspectateurs de France 24. Évidemment, c'était une annonce qui a suscité une joie terrible parce qu'il faut dire qu'il y a une vraie histoire derrière cette candidature et que c'est pas la première fois que je postule à ce prix, au prix Découverte RFI, et que la dernière fois remonte à il y a 11 ans. Il y a eu énormément d'aventures humaines et artistiques qui se sont déroulées entre ces deux périodes. Avoir soumis un album
que j'ai produit tout seul, que j'ai enregistré chez moi dans ma maison, dans une partie, dans un coin de ma cuisine ici, et voir cet album-là porter des fruits et nous rapporter à la RDC ce prix découverte de l'année 2021, et ben c'était une énorme joie. Ça, je ne vous le cache pas. Bah oui, on imagine assez aisément. Et alors, je propose aux téléspectateurs d'écouter un extrait justement de l'album et puis on s'en parle juste après. Bon, bandeko nana mituna otuna nangina tuna nandenga mabete faleka kangana loba nandenga mabete bozela kasina loba faleka kangana zonga bobulaki ngana za zonga yango natikela kibino mwatana mono bokosala tobanda nanu wapi gouverneur aza nanu wapi yango avandaka na biso toye azalaka nanu wapi mibeko bozwaka awa yandeka basantima. Oui, alors Alèche, vous êtes déjà connu dans votre pays et un petit peu hors des frontières. Mais avec ce prix, vous allez pouvoir justement voyager énormément dans plusieurs pays africains. On imagine que pour vous, c'est une perspective qui vous réjouit tout simplement de pouvoir défendre cet album partout sur le continent africain. Énormément. Déjà, producteur exécutif du projet, c'est une joie énorme. Un fruit sur lequel j'ai misé, mon équipe et moi avions misé suffisamment de moyens pour agrandir non seulement en RDC ou à l'étranger dans la diaspora congolaise uniquement, mais sur l'ensemble du continent africain et surtout nous comptons énormément sur l'hospitalité de tous nos frères africains parce qu'il y a énormément des messages qui sont véhiculés dans cet album. Je précise que nous ne chantons pas qu'en lingala, nous chantons en français, en swahili et en anglais. Il y a énormément des messages et certains parmi eux sont destinés à l'ensemble de la jeunesse africaine. Pour nous, nous croisons les doigts, nous sommes super excités et impatients de pouvoir tourner à travers le continent, de pouvoir nouer des relations avec des opérateurs culturels du continent africain, mais également avec d'autres artistes. J'en profite ici pour en placer une pour les 9 autres finalistes qui n'ont pas du tout démérité. J'ai été bluffé par le talent que j'ai entendu en écoutant leurs morceaux. Je leur passe tous mes respects. C'est avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'amour que nous sommes impatients de tourner à travers l'Afrique. Oui, bien sûr. Justement, j'ai lu que vous aviez commencé jeune, on va parler un petit peu de vous, à être chroniqueur musical, par exemple, à l'âge de 15 ans. Comment, justement, vous définiriez votre musique ou vous expliqueriez à quelqu'un qui ne vous connaît pas pour l'instant? Voilà, Alèche, c'est un amoureux du micro. Comme vous l'aviez dit, j'ai fait le média, mais j'étais très très jeune aux côtés d'un certain Freddy Saleh à la radio nationale congolaise, la RTNC. J'étais encore tout jeune à Kisangani, ma ville d'origine. Mais après, j'avais trouvé que c'était pas suffisant et qu'il y avait énormément des codes qui, entre guillemets, encadraient ma prise de parole. Et pour moi, il était important de pouvoir m'ouvrir sur un monde dans lequel j'aurais plus de liberté et où la plupart des propos qui sont tenus par moi ne font pas face à des barrières de structure, à part bien sûr que nous avons ici en RDC cette commission nationale de censure qui par moment ne nous permet pas de dire tout ce qu'on a envie de dire à ciel ouvert. Mais ma musique, c'est une musique qui est imprégnée de beaucoup de liberté, imprégné de beaucoup de sens critique. Et il est important également de dire que moi, en tant que Congolais, celui qui vient du pays de la rumba, je suis très entraîné par la danse, je suis, tout comme mes compatriotes, très entraîné par le rythme. Et pour moi, afin de combler ou de suppléer un tout petit peu à l'éducation, à l'instruction, à la prise de conscience de la jeunesse africaine, eh ben, j'utilise ces rythmes dansants-là pour pouvoir entraîner justement la jeunesse africaine dans le contenu lyrique de mes chansons, afin de pouvoir leur passer des messages qui soient un tout petit peu différents des messages qu'on a habitude d'entendre, ça veut dire chérie, Oui. bébé, je t'aime. Oui, justement, Voilà. mais la rumba congolaise, on a appris cette semaine qu'elle faisait son entrée dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Comment vous l'avez vécu, justement, cette autre annonce? On a l'impression que c'est l'année du Congo, là, cette année.
Et on dit Dieu merci. On dit Dieu merci, on ne s'en plaint pas. C'est vrai que l'inscription de la rumba dans le patrimoine immatériel de l'humanité à travers cette décision prise par l'UNESCO était une très très bonne nouvelle. Je tiens à rappeler que dans mon second album Mongongo, il y a également des morceaux rumba parce que je ne peux pas m'en défaire. Dès mon bas âge, entendre mon père chaque dimanche scotcher à sa radio pour écouter du Franco, écouter du Rochero, laisse forcément des traces aussi bien dans ma vie privée que dans ma vie artistique. Alors, si aujourd'hui nous arrivons comme ça en tant que chanteurs à vendre positivement et à accomplir des choses au nom du Congo, au nom de ce Congo et au nom de l'Afrique que nous chérissons tant, ça ne fait que confirmer un des titres de mon album, Ambassadeur. Ce que je veux dire, très souvent, les artistes et les sportifs vendent mieux l'image de leur pays respectif que tous ceux qui sont nommés comme ambassadeurs et qui passent leur journée en costard-cravate. Merci beaucoup Alech, merci d'être venu dans ce journal de l'Afrique. C'est ainsi que nous refermons cette édition. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, en particulier ce soir ceux de Tunis à Kinshasa en passant par Antananarive. Restez avec nous car l'actualité continue et on se quitte avec un autre extrait d'Alech.